Je vais commencer par lire, avant de demander à Michel, de poser quelques questions à Michel, je vais le laisser parler par l'écriture. Une synthèse au fond qu'il met dans la préface de son livre. On ne trouvera pas ici une anthologie de la photographie française. Un autre outil qui puisse présenter des centaines de photographes verra probablement le jour grâce aux humanités numériques. Voilà. Ce n'est pas exhaustif de toute la photographie française. Il ne s'agit pas non plus d'une histoire d'un jet, tant les différents aspects de la création sur un demi-siècle sont impossibles à réunir en un récit homogène. Nous avons préféré identifier des axes forts capables de rendre compte des différentes pratiques et approches qui font la photographie en France et les dérouler chacun dans son historicité. La mise en relation des photographes à travers leurs œuvres, les échos souhaités, les enchaînements réalisés sont aux yeux de l'auteur tout aussi importants que les récits rédigés. C'est vrai que ce livre, vous verrez, est partagé entre, on va dire, deux manières. Il y a les photographies qui sont organisées un peu comme des portfolios, hein, vous verrez, qui sont assez créatifs, comme Michel a concocté, et en même temps, il y a 9 chapitres, on va en parler, avec des textes très référencés. Et la première question que je vais poser à Michel, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, parce qu'il faut travailler sur ce livre, comme lui a travaillé, et c'est vrai que quand je vois le travail qu'il a fait, ça fait une semaine que je suis là-dessus, mais j'y passerai pas plus de temps, j'imagine, c'est colossal, il n'y a rien d'autre à dire, colossal son travail, et aussi colossal ce qui se passe en France. Moi qui suis censé être un expert, j'ai appris beaucoup de choses. Et depuis la lecture de ce livre, que je défends complètement, même s'il y a quelques oublis, on va dire, que j'ai pu regretter, mais qui sont au fond très secondaires. J'ai changé beaucoup, ou du moins j'ai creusé ma vision de la photographie, et ça deviendra pour moi un outil incontournable pour le bout du ciel, où je pourrai tout de suite recadrer les gens. Et la question que je vais te poser, Michel, c'est qu'au début, donc, quand j'ai lu le premier chapitre, je me suis dit, mais pourquoi n'a-t-il pas choisi la chronologie? Pourquoi a-t-il divisé son livre en 9 chapitres? Plutôt que de le faire début de l'histoire, 1970, 80. En fait, c'est ce que je dis rapidement dans la préface, c'est un peu un aveu d'impuissance. Peut-être que d'autres sauraient le faire, mais arriver, si vous voulez, si on veut être relativement panoramique, historique, ça veut dire qu'il faut qu'on parle de pratiques photographiques extraordinairement différentes. Première chose. Deuxième chose, de plusieurs générations. Et que arriver en disant, voilà, 1970 à nos jours, il se passe ça, je ne sais pas faire. C'est-à-dire que je ne peux pas, par exemple, sur la même époque, parler à la fois d'une pratique de reportage, d'un photographe ou deux photographes qui vont être dans la pure expérimentation plastique, et donc, ou d'autres qui vont se lancer à corps perdu dans une œuvre de paysagiste. Et donc, en fait, ça devenait à la fois un jeu de liste, et c'est là qu'on dit que la chronologie, c'est un magnifique outil pour l'histoire, mais ce n'est pas quelque chose qui opère systématiquement correctement. Le boulot d'un historien, c'est de fabriquer des récits. Hein, notre travail, nous, c'est pas d'être... l'histoire, c'est pas la mémoire. La mémoire, c'est des choses qui s'accumulent, hein, qu'on oublie ou qu'on n'oublie pas, mais l'historien, c'est un auteur de récits. Hein, de récits documentés, bien sûr, à partir des sources primaires. Mais dans ce cas-là, moi, je ne voyais pas comment je pouvais parcourir l'histoire des agences de reportage, et puis encore une fois, à côté, quelqu'un qui va avoir une pratique totalement intimiste, mais qui a compté. Donc, en revanche, je ne pouvais pas, et je ne voulais pas, nous priver quand même du temps, parce que 50 ans, c'est quelque chose qui est un vrai défi de produire un récit homogène, quand même pour dire il s'est passé quelque chose à chaque fois. Donc, l'idée c'était de dire, ok, je fais des thèmes, je vais revenir sur ces thèmes-là, je fais des thèmes, par contre, je m'oblige pour chacun des thèmes à partir du début de la chronologie jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que le livre peut se lire finalement dans des ordres, et on peut à chaque fois partir de la fin des années 60 pour aller vite jusqu'à aujourd'hui.
Donc la chronologie n'est pas oubliée, mais elle est ventilée thématiquement. Et finalement, moi, ce qui m'a demandé le plus d'efforts, j'allais dire cérébralement, ça a été le plan. En fait, ça a été de choisir ces entrées, parce que, si vous voulez, c'était pas un choix de goût, de caprice, etc. C'était un choix en historien de se dire, techniquement, je parle de récit, techniquement, qu'est-ce qui permet de cristalliser sur 50 ans une histoire. Qu'est-ce qui fait histoire? Parce qu'il y a des choses qui ne font pas histoire. Je vous prends un exemple, la photographie de mode. C'est passionnant, la photographie de mode. Ou la photographie d'architecture, ou la photographie animalière. Une dame qui m'a dit, vous n'avez pas parlé de la photographie sous-marine. Bon. Mais non, mais tout est éligible. Sauf qu'on se rend compte que finalement, les pratiques appliquées à quelque chose ne rendent pas compte de l'histoire. Elles sont souvent très immobiles. Alors bien sûr, il y a des changements techniques, il y a des auteurs, etc. Mais ce n'est pas les spécificités de pratique qui s'historicisent. Il fallait trouver, identifier, et donc ça tournait, des choses qui étaient finalement les espaces où l'histoire se manifestait. C'est-à-dire où il y avait des modifications, il y avait des transformations, il y avait presque même des fois des révolutions. Donc c'est pour ça que ces thèmes ont mis beaucoup de temps à être mis en place. Mais je dirais qu'à partir du moment où ils ont été mis en place, ça a très très bien marché. Il y en a qui ont été plus faciles à faire que d'autres, mais voilà. Donc je vais prendre un exemple quand même pour illustrer ce que je viens de dire, parce que ça pourrait sembler un petit peu abstrait. Vous avez par exemple un sujet, enfin un thème, qui s'appelle les choses. Les choses, j'ai appelé ça les choses de la vie, parce que c'est Claude Sautet, parce que c'était un clin d'œil à l'histoire du cinéma. Les choses. Dire, mais en quoi cette notion-là permet de rendre justice à 50 ans d'histoire de la photographie? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? En quoi les choses sont un sujet? Bien, en fait, on se rend compte que la photographie française, elle a été probablement la photographie qui s'est le plus intéressée depuis des décennies au quotidien. Au quotidien, à l'ordinaire. Il y a même eu des débats un peu épiques, je me rappelle de Art Press dans les années 90, la crise du banal, hein, la photographie française, c'est le banal, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la pensée française, les intellectuels français, ce qu'on appelle aujourd'hui la French Theory, par une espèce de retour de boomerang avec les États-Unis, avait été le lieu où on avait vraiment pensé le quotidien. Et qu'on avait des philosophes, des théoriciens, des sociologues qui avaient, dans les années 60-70, des fois même un peu avant avec le fait, politisé le quotidien, poétiser le quotidien. Que Pérec, avec les choses, avait fait de la société de consommation une nouvelle manière de raconter la société, il y avait finalement une passion assez française pour dire l'observation la plus précise de choses a priori sans importance sont des formidables révélateurs. Et ça, c'est Bourdieu, par exemple, le sens pratique, hein, qui dit, ben voilà, finalement, un objet, un ustensile de cuisine, c'est quelque chose qui est absolument traversé par des usages, des codes, qui est porteur de signification. Et finalement, la culture française, dès les années 60-70, est absolument fécondée par cette idée que les choses les plus ordinaires sont des hiéroglyphes et des chiffres, et qui sont des contenus, des potentialités de contenus poétiques et politiques. Donc, je le rappelle rapidement en introduction, je donne des clés comme ça, et là, on commence à voir défiler des choses incroyables, parce que vous avez des photographes qui se passionnent. Pourquoi? Pour un nouveau genre qu'on avait totalement oublié, les intérieurs. Pourquoi toute la modernité photographique, on a appelé ça la street photographie, c'était la rue, la vitesse, la foule, la voiture, le gigantisme, l'architecture, tout ça c'est les signes de la modernité. À partir de 70, hop, on oublie ça, on rentre. On rentre chez les gens. Laura réunit les deux. Réunit intérieur et extérieur. On rentre chez les gens. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que finalement, rentrer avec une chambre photographique, montrer à l'intérieur, ça révèle tout. La classe moyenne, la classe supérieure, la classe ouvrière, la psychologie des personnages, le vernaculaire, que quelqu'un se comporte chez soi d'une certaine manière, habite un espace, poétise un espace, et finalement, le genre des intérieurs va devenir une option esthétique majeure, ce qui n'était pas le cas dans les années 50. Donc, si vous voulez, on déroule les choses, et puis alors, on arrive à des artistes qui vont être beaucoup plus conceptuels,
qui vont travailler sur l'objet, voire qui vont fabriquer les objets, qui vont faire dialoguer ainsi la photographie et la sculpture. Bon, bref. Donc, à chaque fois, c'était, et j'ai fait plein d'essais, hein, c'était arriver à identifier un thème, entre guillemets, qui tienne la route sur 50 ans, qui pose des questions sur 50 ans. Et aujourd'hui, la question du quotidien, la question de l'ordinaire, est encore un enjeu important chez beaucoup d'artistes. Hein, on ne parle plus du banal, moi je préfère parler du prosaïsme. Hein, et quand on fait la boucle, on se rend compte que quand même c'est les grands thèmes de la modernité, de la littérature du 19e siècle. C'est Flaubert, hein, c'est exactement ça. Oui, on va parler du premier chapitre qui personnellement m'a passionné. Peut-être plus que les autres, j'expliquerai pourquoi. Décadré, forme de l'histoire. Et tu cites Pierre Fenouil, je ne sais pas comment on prononce, Pierre Fenouil, qui était à l'origine de la Fondation de la photographie à Lyon, et qui parle de la distinction entre photoreportage et photojournalisme. Le photoreportage serait plus... le photojournalisme serait plus une pratique à chaud, et le photoreportage serait plus une pratique à long terme. Et tu expliques plus tard que ça déboucherait sur la notion de document qui, à partir de 1980, et la Chambre claire, bien sûr, et aussi, je ne me souviens plus qui tu cites, qui met en avant, c'est peut-être Olivier Hugon, qui remet en avant l'idée de document. Et je cite cette phrase que tu nous donnes, « À peine sortis des griffes du reportage, nous nous sommes blottis dans les bras des arts plastiques ». Alors je te laisse un peu parler de ce passage qui nous amène au fond un peu ce que j'ai moi maladroitement défini, le travail du Bleu du ciel, sur la photographie documentaire. Non, mais il fallait commencer par Chabizan. Je dis qu'on peut les dire dans tous les sens, c'est pas fou, mais enfin celui-ci, il fallait le faire d'emblée pour les lecteurs parce que finalement il donne un cadre général de ce qui s'est passé en France depuis une cinquantaine d'années. En fait, si vous voulez, quand je me mets à votre place, hein, je suis jeune qui veut devenir photographe dans les années 60, je rêve de devenir un grand photographe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, je veux faire la une de la presse. Le lieu de la consécration du reporter, du photographe, c'est le grand reportage, c'est l'essai photographique, c'est être dans live, c'est être par image. WordPress. Hein? Le prix WordPress. Le WordPress, etc. C'est-à-dire que le grand modèle qui est celui des années 60 jusqu'au début des années 70, c'est le reportage. C'est une écriture du réel, c'est une manière de devenir célèbre, c'est une manière de trouver sa place dans la société. C'est quelque chose qui s'est établi comme, pour parler un peu voilà, avec des grands mots, c'est vraiment un paradigme. On s'est dit, ben, photographe, c'est ça. Alors qu'il y avait plein d'autres pratiques, mais c'est celle qui a gagné. Et en 50 ans, alors ça s'est fait par des tours et des détours, le lieu de la consécration sociale du photographe, c'est devenu le musée d'art contemporain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, il s'est passé, et c'était un débat, alors vous allez me dire, est-ce que c'est spécifiquement français? Non, mais en France, on l'a vécu d'une manière très particulière, et je trouve très intéressante. Parce que le passage du grand reporter à l'artiste contemporain, il a dû s'opérer avec un certain nombre de nuances. Par exemple, le statut du photographe. Vous êtes grand reporter, vous êtes artiste contemporain. Eh bien, pour passer l'un à l'autre, il n'y a qu'en France qu'on invente une notion, c'est l'auteur. Qu'on pique au cinéma. Hein. Donc, ben, en fait, je ne suis pas que reporter, hein, je suis auteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes valeurs de l'éthique du reportage, objectivité, neutralité, ouais, oui, c'est très bien, mais je veux ma subjectivité. Et donc, c'est finalement la sensibilité de l'auteur, sa subjectivité qui va être sa plus-value en tant que reporter. Hein. Et tout doucement, on passe finalement à des valeurs qui étaient celles de l'information, à des valeurs qui vont être des valeurs esthétiques. Tu dis, pour résumer ça, métamorphoser le reportage en écriture plastique en conciliant, 1, nécessité d'enregistrement par rapport au réel, 2, exprimer sa propre sensibilité. Et en France, on y arrive très très bien. Alors, il y a des figures de passage qui sont très célèbres, comme Raymond Depardon, hein, qui publie Note en 79, hein, qui fait finalement un récit égotiste à partir de photographies qu'il a publiées en partie dans la presse. Donc, il a cette vertu de faire claquer finalement l'image de reportage avec un récit à la première personne. Et ça, cette notion d'auteur, en France, elle va prendre une place considérable dans les années 70-80. Et puis, peu à peu, elle ne va pas suffire, parce que la demande va plutôt être celle des critères de reconnaissance de l'art contemporain. Il va y avoir la question du format, la question du discours, la question, finalement, on pourrait dire, d'une forme de légitimation artistique qui n'était jamais arrivée vraiment. Et la figure du photographe, en tout cas du photographe qui
a saisi, a touché son époque, ça va être celui qui va devenir un artiste contemporain. Ça ne veut pas dire, et c'est un des briques quand on fait de l'histoire qui est assez amusant, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit encore opérationnel. Je pense qu'on est en train de changer. Mais en tout cas, le passage du reportage à l'art contemporain, c'est sur 50 ans, c'est clairement ce qui va être la grande indication du livre. Mais c'est un modèle qui en a chassé un autre. Donc quel est le modèle d'aujourd'hui? Quel sera celui de demain? Ça bougera. Ça, c'était l'exemple de Luc Delahaye, hein, tu cites bien. Oui, c'est un exemple assez particulier parce que c'est quelqu'un... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait aussi, une armature intellectuelle. En fait, la photographie française, elle est très particulière parce qu'elle est très réfléchie. Elle est très nourrie par les intellectuels et la pensée et l'art en général, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on était très armés intellectuellement pour passer l'un à l'autre. Parce que Pierre Nora, parce que les lieux de mémoire, parce que la notion de mémoire était devenue un des grands leviers du rapport à l'histoire à partir de la fin du XXe siècle. Et du coup, photographie, mémoire, histoire, on voit apparaître des photographes qui disent « Ah ben, moi finalement, je ne fais pas simplement un reportage, je ne fais pas simplement du réel, je travaille sur la mémoire. » Et du coup, mémoire, tableau d'histoire, et grand format, et on va avoir des gens comme Luc Delahaye qui vont être étiquetés photographe d'histoire, par exemple. Et donc, ce qui est rigolo, c'est quand même un statut du 19e siècle, la peinture d'histoire. Mais il la défend. Donc, vous voyez, il y a des boucles qui sont très intéressantes. Mais cette histoire, en tout cas, moi, telle que je la fais, hein, l'histoire de la photographie française, elle est toujours très informée de la pensée intellectuelle. Hein. Et ça, c'est... Donc, c'est... Vous savez, moi, il y a un truc auquel je ne crois pas du tout, c'est la mythologie de l'instinct en photographie. Beaucoup de gens disent « Oui, j'ai l'instinct, etc. » Non, c'est une pratique extrêmement réfléchie, extrêmement nourrie. Et je trouve qu'en France, on fait quand même une photographie où la pensée est au travail. Chapitre 2, que tu appelles Arpenter, qui va réunir un peu le paysage français. Une image, comment recevoir une image plutôt que de la prendre. Tu abordes ça un peu comme ça. Et puis le grand projet de la data, dont tu parles beaucoup. Moi, à l'époque, à la Fondation des années 80. Je te rappelais que j'avais eu une bourse quand la Fondation de la photographie avait été à Lyon. Et tout d'un coup paraît cette exposition de la data. Moi, étant de tradition un peu humaniste, avec Douaneau, qui était un peu mon parrain, j'étais très surpris par ça. Et je ne l'ai pas très bien compris à l'époque. Tu n'es pas le seul. Alors, vous allez me dire, tiens, un tel bâton, le paysage, vous avez tout à fait raison. Hein, je ne pensais absolument pas à faire un chapitre sur un genre. Mais, on parle de photographie française et le rapport de la France au paysage est très particulier. Il s'est opéré à travers le paysage la révolution vers l'art contemporain. C'est passé par là. Parce que finalement, la grande affaire, c'est d'arriver à se débarrasser des humanistes, des vieux. Donc c'était une génération qui est finalement, et encore aujourd'hui, occupe les imaginaires. Vous allez au bout du monde, vous dites la photographie française, on va vous dire Cartier-Bresson, Douaneau, etc. La marque photographie française, c'est la photographie humaniste. Et c'est extrêmement dur à porter pour poser autre chose. Hein. C'est ce que j'appelle l'ombre de l'histoire. Alors, le paysage, c'est très intéressant parce que c'est par là que le processus sacrificiel s'est accompli. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, dans les années 70, un rapport au paysage qui est, je dirais, assez romantique, encore assez pittoresque, avec des gens comme Pierre de Fenrel qui font un très beau travail, Boudinet qui fait un très beau travail avec Roland Barthes sur le noir et blanc. Enfin, on a une tradition assez pittoresque. Et puis, il y a François Hers, qui est un photographe qui a fait beaucoup bouger les lignes du côté du reportage et de l'engagement politique dans les années 70, qui décide, avec des accointances qui sont un peu le fruit du hasard, de lancer une grande commande nationale sur le paysage. Qu'est-ce qu'il a en tête? Il a en tête de faire travailler les photographes ensemble, grand travail collectif, qu'il avait déjà imaginé faire sur le thème de la famille, avec Famille en France, au milieu des années 70 avec Viva. Mais là, il repart sur le travail collectif, commande publique, le paysage. Pourquoi le paysage? Eh bien parce que c'est probablement dans l'imaginaire collectif ce qui est le plus en déconnexion avec la société française. La société française est persuadée qu'elle vit encore dans la campagne, qu'elle vit dans un paysage. La France, c'est les vaches et le bocage. Et François Hers, il a très bien compris qu'en fait, on est déjà bien sorti des 30 Glorieuses, on rentre dans une grande époque de la désindustrialisation, qu'entre 60 et 80, on a des millions d'hectares qui sont en remembrement. La France a changé de visage et il veut acter ça. Donc, il lance une grande commande où les photographes
vont travailler sur quoi? Sur tous ces thèmes. Ils vont travailler à la chambre la plupart du temps, ils vont travailler posément, calmement. Mais la moisson d'images, ça va être quoi? Ça va être ce qu'on appelait à l'époque dans une émission de télévision la France défigurée. La réception de cette commande est effroyable. Les reporters disent c'est pas du reportage, et les photographes humanistes disent mais quelle horrible image de la France, c'est une catastrophe. Tu as cette phrase qui s'explique bien. Le paysage en question est donc tout autant celui de la France en mutation que celui de la photographie contemporaine naissante. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ce paysage français qu'on ne voulait pas voir a été révélé par une photographie contemporaine qui est en combat avec les valeurs de la photographie classique. Finalement, entre 84 et 89, plein des années 80, cette fameuse commande dite de l'État fonctionne comme une avant-garde. C'est-à-dire en fait, le paysage est le cheval de Troie de l'arrivée de la photographie contemporaine. Ça passe par là. Alors après, bien sûr, il y a un autre sujet, mais montrer le paysage de cette manière-là, avec beaucoup de précision, beaucoup d'élégance, mais un paysage devant lequel on ne se serait pas arrêté, un bord d'autoroute, une usine en faillite, une zone remembrée, eh bien, c'est vrai que c'est dur à avaler, et la photographie contemporaine aura du mal à passer dans un milieu de la photographie qui reste finalement comme très très lié au reportage ou à la tradition, mais ça va être le cheval de Troie. Ça va passer par là, et on pourrait dire qu'il y a eu une génération d'Attar. Tous ceux qui sont passés par cette commande, ça a été un marqueur. Pour certains dont l'œuvre peut sembler parfois un peu oubliée, ils sont passés par la Attar. C'était vraiment un moment important, et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, en France, il y aura la photo classique et il y aura la photo contemporaine. Ça se passe vraiment à partir de là. Et la suite, c'est la mission Transmanche, Pierre de Vin, sur le tunnel sous la Manche, et l'Observatoire photographique des paysages, qui maintenant... Oui, parce que c'est effectivement, tu fais bien de le souligner, c'est aussi une œuvre institutionnelle. C'est-à-dire que cette grande commande publique va donner des ailes à toutes les collectivités territoriales qui ont envie de donner un visage à leur région, à leur transformation, et finalement, le pays, la France, va devenir le grand pays de la commande publique. Ouais, le statut de l'artiste change. Et puis voilà, et c'est clair dans les contrats qui sont établis avec les photographes qu'il s'agit bien de produire une œuvre, et de pas simplement être topographe. Donc le paysage, si vous voulez, il est passionnant pour ça. J'aurais pas pu faire un chapitre qui tienne la route sur le portrait. Le portrait n'a pas été, c'est pas là que ça s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grands portraitistes, mais c'est pas par là qu'il s'est passé quelque chose. Vous voyez, le boulot de l'historien, c'est de voir où est-ce que ça a cristallisé à un moment donné. C'est pas un jugement de valeur, c'est-à-dire par où c'est passé. Les choses les plus naturelles sont des constructions sociales. Centre Pompidou, intérieur, Risque Lubert et Hers. Oui, on retrouve François Hers, qui est vraiment un personnage marquant des années 70-80. Bon, après, il s'est consacré à d'autres choses à la Fondation de France, mais c'est vrai qu'il a vraiment fait bouger les lignes. Et avec Sophie Ristel-Weber, qui est probablement aussi une figure majeure du corpus, ils ont créé ensemble, en 1980, un travail intitulé Intérieur, qui d'ailleurs, François Hers, c'est belge, et c'était une commande qui avait été faite par la commune, une commune en Belgique, qui lui avait l'office d'HLM en Belgique, pour faire un documentaire sur finalement la façon de vivre des gens dans les classes sociales moyennes. Et il va faire fond lui-même sur cette commande pour faire une expérience. C'est-à-dire qu'il va rentrer chez les gens, il va travailler avec un coup de flash, et il va révéler finalement un monde totalement bariolé, totalement incroyable, assez fantasmatique finalement, mais en même temps très prosaïque. Et cette manière finalement de conjuguer l'ordinaire d'une façon aussi symphonique comme ça, ou polyphonique, réalise, et ça va s'appeler Intérieur, que Intérieur finalement est aussi une exposition et un livre avec Sophie Ristel-Weber qui elle va faire les portraits des gens en noir et blanc à la fin du livre, donc on va faire disjoncter l'intérieur et les gens. C'est quelque chose qui va être... qui va faire bouger les lignes sur la thématique du quotidien. Mais puisque tu parlais de Robert Doisneau, qui est un homme qui aimait beaucoup François Hers, il est allé voir l'exposition et dans Le Monde, il dit que c'est vraiment un truc extraordinaire, il note quelque chose d'important, il dit c'est pas un regard ironique sur les gens. Parce que c'est facile de dire ah oui, les intérieurs sont kitsch. Non, mais alors, on est tous kitsch. Parce que quand on vit dans le vernaculaire, on devient de toute façon à un moment donné kitsch. Mais voilà, donc pour dire aussi que la question du quotidien, des intérieurs, des choses,
a été un marqueur des débuts des années 80. Et puis il y a eu la crise du banal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu peut-être une forme d'inflation autour de ces thèmes-là. Et puis voilà, un thème, il est exploré par des photographes, il devient entre guillemets à la mode, et puis il s'évanouit. Le surbanalisme des dessus. Tu parles beaucoup de quelqu'un qui paraît très, très important aussi, qui a changé le rapport au format, par exemple Patrick Tosani sur les choses. Ouais. Oui, Patrick Tosani est un artiste vraiment majeur parce que, alors c'est intéressant de savoir qu'il a eu une formation d'architecte. Donc c'est fondamental. Quand on sait qu'il était formé à l'architecture, on sait que c'est quelqu'un qui a pensé le format dans une dynamique tout à fait particulière. Le problème de Tosani, c'est pas d'agrandir son format de photographie, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est comment il met en relation l'image et l'espace. Et finalement, c'est quelqu'un qui va être plus proche de la sculpture et il va s'intéresser. Alors, il a un monde qui est très particulier, hein, si vous regardez un peu des livres sur Patrick Tosani, je dirais qu'il a un monde un peu phobique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu étranges. Il va s'intéresser aux chaussures, il va s'intéresser aux têtes, il va s'intéresser aux vêtements. Donc, moi je dis souvent qu'il y a plus un vestiaire. Il a travaillé beaucoup sur les... Et pour vous donner un exemple, c'est par exemple quand il travaille sur les vêtements. Il va se servir de pantalons, il va les mouiller, il va les tremper, il va les mélanger à du sucre et ils vont durcir. Et donc il va se servir finalement de la transformation du textile en solide pour en faire des images qui vont être comme des images de sculpture. Donc voilà, pour donner un exemple. Mais là, avec Patrick Tosani, on est vraiment chez quelqu'un qui, je dirais, a fait école, puisque bon, il vient de prendre sa retraite, mais il était professeur aux Beaux-Arts à Paris et il a fait beaucoup pour les... Il a fait surtout beaucoup une chose, c'est qu'il n'a pas produit de petits Tosani. Hein, pour moi, les grands profs, c'est ceux qui ne reproduisent pas leur œuvre. Deux autres exemples que tu cites qui sont tout à fait intéressants. Sur un plan plus social, les objets de grève, je trouvais ce travail très marquant de Moulin. Et sur un plan plus intimiste, et la photographe est présente, donc je suis content d'en parler, Evelyne Loiseur, La vie courante. Ouais. Oui, c'est vrai que vous voyez, c'est pas facile parce qu'il faut arriver à conjuguer des œuvres extrêmement singulières, mais qui sont significatives d'enjeux différents. Les objets de grève de Jean-Luc Moulin, donc Jean-Luc Moulin a une œuvre à la fois de sculpteur, de photographe ou d'installateur, je ne sais pas comment dire, mais il s'est toujours beaucoup intéressé à la question de la politique, et il ne savait pas comment finalement traiter la question notamment de la lutte sociale. Et il a cette idée qui est finalement presque une idée d'anthropologue, de sociologue. Il a photographié de la manière la plus simple et la plus élémentaire, comme un photographe d'objets, des objets de grève, c'est-à-dire des objets qui sont fabriqués par les ouvriers en temps de grève, c'est-à-dire des objets détournés. Par exemple, les fameuses paquets de cigarettes gauloises bleues, eh bien, quand les mecs de la CEITA sont en grève, eh ben, ils en font une journée où ils les font toutes rouges. Par exemple, ils font des... Donc, il y a une collection qui est dans le nord de la France, je ne saurais pas dire où, mais sur ces objets de grève. Et puis, alors, du coup, quand les gens ont appris qu'ils travaillaient là-dessus, ils l'ont amené. Donc, il y a plein d'objets. Donc, ça, c'est presque le côté conservateur de la mémoire du photographe. Mais on est... Il a repris avec la Palestine. Oui, avec la Palestine, absolument. Et Evelyne, en revanche, alors on ne peut pas faire plus différent, bien que les choses peuvent être raccrochées avec mon travail. Lui, c'est un quotidien, mais c'est un quotidien qui est totalement transformé par l'imaginaire, même si tu montres des choses qui t'entourent ou que tu fabriques. Mais on a une poétique qui est justement de comment des choses familières peuvent se défamiliariser. Et le rapport que tu as fait notamment avec le monde des enfants est très opératoire sous cet angle-là. Ce qui permet au fond d'arriver, on passe des choses, de l'intimisme, au chapitre 4, que tu as intitulé Au nom du collectif, et où tu montres comment, à partir des années 60-70, les photographes ont eu le besoin de se réunir. Paradoxalement, souvent les photographes humanistes, qui faisaient un travail très humaniste, entre guillemets, étaient plutôt solitaires, bien qu'ils ont créé quand même des agences, mais tu montres qu'à partir, c'est pour ça que tu appelais ça Au nom du collectif, se créent beaucoup d'agences, beaucoup d'associations. Il y a l'Œil Public, Gamma, SIPA, Viva, Photolib, Vue, Métis, Bar Floréal, Tendance Floue, Myope, Signature, etc., etc. Le collectif désigne un idéal
conjuguant des moyens et des talents au service d'un projet qui dépasse l'individu. Ben, en fait, moi je dirais que moi c'est le chapitre où je suis plus content. Parce que non mais je suis content pourquoi? Parce que je sentais, ça faisait des mois que ça tournait, je n'arrivais pas à saisir quelque chose. Il y avait pour moi quelque chose d'important dans la sociologie de la photographie française que je n'arrivais pas à mesurer parce que je regardais des boulots, c'était très différent, c'était des époques différentes, des sensibilités différentes. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il ne faut pas chercher une clé thématique, il faut trouver. Il y a eu un mode de comportement qui est très particulier. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'arrivais pas, si vous voulez, à voir le rapport qu'il pouvait y avoir entre une agence de reporters comme Gamma, qui naît en 66-67, et puis un travail collectif ou participatif fait par Marc Plateau avec Fauvoir dans les années 80. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport. Sauf qu'à un moment donné, il y a un dénominateur commun qui n'était pas lisible, bien qu'il était évident, c'est que les choses étaient pensées à plusieurs. Et qu'en France, on a tout simplement une culture associative, on a une culture du collectif qui vient d'abord de la loi sur les associations de 1901, que c'est très facile de travailler ensemble en France, on n'aime pas trop l'argent, donc on est dans un rapport finalement où on se soude pour essayer de faire plus et d'arriver avec des économies où il n'y a pas beaucoup d'argent à faire quand même des choses. Et puis on est dans un rapport aux autres qui est très particulier, qui permet parfois d'avoir un geste fou qui consiste à être dans la déprise et à dire je suis photographe mais je donne l'appareil photo à celui qui me regarde. Et ça c'est quelque chose qui est une autre façon de parler du collectif. Et bien, une fois que j'ai ouvert cette machine-là, tout s'est mis en route, c'est-à-dire que j'étais capable de parler aussi bien d'un reporter qui était dans une agence collective, qu'un artiste conceptuel finalement qui avait créé un collectif, que des gens qui, après la crise du numérique, voulaient remonter des collectifs. Donc en fait, la notion de collectif me débarrassait du caractère hétéroclite de tous ces photographes. En fait, quelque chose les réunissait, et ce truc était très particulier à la France. Donc le collectif, j'en suis très content, parce que ça m'a permis de... Moi j'ai appris plein de trucs, ce livre-là, et d'aller voir le bar Floréal, d'aller voir des collectifs qui avaient été extrêmement engagés politiquement dans les années 80-90, un engagement politique qui a pris d'autres formes. Mais en tout cas, cette idée qu'il fallait faire avec les autres, soit avec les autres photographes, soit avec le public, soit avec les gens qu'on rencontrait, je trouve que ça donne une densité politique et sociale à la photographie française sous un autre angle simplement que le sujet social ou politique. C'est une manière d'être en fait, plutôt une manière d'être. Tu cites l'exposition de la MEP, La pauvre France, oui. 40 000 images produites par 200 jeunes oui. Et encadrées par des photographes. Oui, non, il y a eu des expériences incroyables. Ça nous amène aussi tu parlais de la pensée de ces photographes qui ont une pensée et qui sont aussi guidés, encadrés, ou du moins accompagnés par ce que tu appelles, chapitre 5, les plumes de la photo. Et tu parles bien sûr de ce tournant avec Barthes, La Chambre claire, et puis aussi l'intérêt que portent tous ces philosophes et écrivains, Bourdieu, Foucault, Derrida, qui ont pris la photo pour sujet d'étude, et tu montres que la plume, l'écriture, a tout de suite, la textualité, a eu un rapport avec la photographie. Ça, c'est une rencontre. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assez français. Et je voulais, alors ça peut paraître un peu bizarre de faire un chapitre sur... C'est ce que je dis, c'est ce que je dis, la photographie est aussi faite par les non-photographes. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'avoir à sa disposition, pour un photographe, pour un cinéaste, etc., des formes de discours. Et ces formes de discours, ils évoluent dans le temps, il y a des éclairages différents, etc., mais une production sans commentaire, sans accompagnement, ce que j'appelle une photophilie, comme il y a une cinéphilie, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Le regard, alors il ne s'agit pas d'avoir simplement des regards de prescription, mais des interrogations, des discours. Donc ce que j'ai essayé de montrer, c'est que finalement, des années 70 jusqu'à nos jours, vous avez plein de sortes de plumes, finalement, qui vont avoir joué un rôle en France. Alors,
tu as cité voilà, les grands penseurs. Certains se sont plus ou moins passionnés pour la photographie, on l'a compris, mais aussi les critiques. Alors, critique, c'est quoi un critique? Un critique, c'est quelqu'un finalement qui pense par l'écriture des objets qui lui sont extérieurs, donc qui nourrit la production de cinéma ou de photographie par des analyses, par des discours, Donc ça, on a une dimension critique, un goût littéraire de la critique en France, mais il y a aussi, et ça c'est intéressant, un goût théorique. Et autour des années 80, il y a vraiment une passion théorique pour la photographie, ce qu'on appelle les discours essentialistes. Philippe Dubois, par exemple, qui fait l'acte photographique, l'impact bien sûr de Roland Barthes, les traductions de Rosalind Krauss, qui sont les premières traductions en extérieur, sont traductions françaises, le rôle d'Hubert Damisch, des historiens d'art, le rôle aussi, bien sûr, des critiques, des journalistes. On a eu, dans les années 70-80, une chance incroyable, c'est qu'il y avait au Figaro, Michel Nurizzani, il y avait au Monde Hervé Guibert, quand même, enfin, il y avait la Marche Vadel, il y a eu, si vous voulez, des gens qui n'étaient ni photographes, ni journalistes, mais qui étaient des hommes de lettres, des penseurs, et qui ont impulsé des contenus sur les images. L'histoire étant ce qu'elle est, c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé à avoir des journalistes professionnels de la photo, c'était fini. Donc les grandes heures de gloire, c'est dans les années 70, 80, début 90, et aujourd'hui, si vous voulez, bien sûr, il y a des journalistes qui parlent de la photographie dans les journaux, mais il n'y a plus de pensée prescriptive, il n'y a plus de gens qui disent, mais là, il y a un enjeu, là, c'est formidable, et puis je vais écrire là-dessus. Hein, quand même, l'œuvre de Guibert, c'est quand même pas rien. Donc, mais en revanche, c'est passé par un autre biais, c'est le monde plutôt des universitaires. Et dans les années 90, moi c'est la génération à laquelle j'appartiens, eh bien l'université se saisit de la photographie. André Rouillet à Paris 8 crée une revue qui s'appelle La Recherche photographique, Jean-François Chevrier crée Photographie. Donc le monde des universitaires va prendre le relais. Et vous avez toute une génération qui naît à ce moment-là, et qui va être finalement des gens qui vont intégrer la photographie dans l'histoire de l'art et l'histoire de la culture. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a dans les universités et ailleurs des grandes figures. Je pense à mes amis Clément Chéroux, par exemple, hein, qui a fait l'école d'art, mais qui après est passé par l'université, qui a fait sa thèse, et qui finalement est aujourd'hui quelqu'un qui fait depuis maintenant une vingtaine d'années des expositions marquantes, qui est parti maintenant aux États-Unis, mais qui revient, enfin, je ne pourra plus revenir maintenant. Régis Durand. Alors Régis Durand, sur le plan plus théorique, enfin moi c'est les gens que j'ai croisés. Mais vous voyez, c'est intéressant. Et puis, je voulais aussi parler des éditeurs parce que on est un pays de dingue. C'est-à-dire qu'un livre de photographie ne rapporte rien, ça coûte du fric, mais on n'a jamais autant publié. C'est-à-dire qu'il y a une passion éditoriale. Moi, j'appelle ça un âge d'or. On n'a jamais vu autant de livres de photographie. Et parce que, ben, en fait, c'est le lieu de l'œuvre. Et que finalement, on arrive, malgré tout, à faire exister les livres, des fois 400-500 exemplaires maximum. Mais je peux vous dire que les grandes collections se font en ce moment, et je pense que quand on regardera les années 2000 sur la photographie française, ça sera une grande partie de l'histoire du livre. Ça sera assez étonnant. Philippe, Le Point du Jour, Locaux, Barral, Xavier Barral. Le regretté Xavier Barral qui a fait un travail. Barral a fait un travail extraordinaire parce que bien sûr c'est quelqu'un de passionné par la photographie, quelqu'un de passionné par la photographie, mais c'était une sorte de chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il interprétait les livres. Si vous vouliez faire un livre avec Barral, c'était un livre de Barral. Qui ne ressemblait jamais au premier ou au suivant. C'était une vraie proposition graphique, une vraie proposition éditoriale, mais il avait cette particularité, alors acceptée ou non par celui qui voulait faire un livre avec Barral, il faisait du Barral. C'est-à-dire qu'il prenait la partition et il la jouait à sa manière. Initiateur pubiste un peu Nori, qui avait une galerie que j'ai montrée ici, Contre-jour, et Galerie Édition, qui est un peu lancée. Nori est un personnage important, puisqu'il est toujours de ce monde. Non seulement photographe, mais photographe-éditeur. Et il a joué un rôle important parce que il a su déplacer un peu les lignes de la photographie classique tout en les maintenant. C'est-à-dire que c'est un peu la figure de la médiation entre le monde des reporters et le monde des artistes. Ensuite, arrivant à ce constat, tu es passé à l'état des marges. Et tu parles d'un temps fort qui a commencé donc avec le groupe de San Diego, Sekula, Martha Rosler, d'un art plus engagé et de la conscience politique. Tu
tu expliques que je ne savais pas que Jeanne-Évelyne Atwood est venue travailler et s'est installée à Paris dans les années 70. Tu parles du monde de la nuit, de Pierre-Égypte, des communautés, de Patrick Zachman avec un autre regard sur les jeunes. Et tu en aboutis peu à peu à ce que tu appelles la création documentaire, et où tu cites aussi bien Koudelka que Mathieu Pernaut, Calin Keller, Charles Frégé, Gilles Rinaldi, Karim Kall qui est ici. Karim Kall, donc tu parles de nouvel humanisme, et je suis assez d'accord. Un peu comme Laura, je trouve qu'il y a un lien avec l'humanisme dans une forme assez contemporaine. Non, mais ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, là aussi, je me rendais compte en brassant des corpus, je me disais quand même, vous savez, moi il y a toujours un truc qui m'énerve, c'est que, la photographie sociale, la photographie engagée, c'est des Anglais. C'est des Anglais, oui, enfin bon, l'Angleterre effectivement a des grands photographes engagés dans le cinéma, etc. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que finalement la guerre contre Thatcher a été menée par les photographes et les cinéastes, c'est pas faux, mais il faudrait quand même pas éliminer cette tradition de la France de s'intéresser à la question sociale. Et je voulais en faire un fil comme ça, parce que ça peut passer par des modalités différentes et des époques différentes, on pourra en dire un mot, mais la question sociale en France, elle est cruciale, parce que je parlais des paysages tout à l'heure, mais s'il y a bien une chose avec laquelle notre pays a du mal, c'est de voir sa société, comme ses paysages. Et c'est assez étonnant, mais si on enlevait l'œuvre, le regard social des photographes sur 50 ans en France, je ne sais même pas ce qui resterait de la société française. Parce que les photographes, qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils ont regardé la pauvreté, on ne la montre pas. Ils ont les populations immigrées, on ne les montre pas, etc. Les marges au sens, les marges de genre, les marges sexuelles, etc. Et finalement, c'est assez étonnant de se rendre compte qu'il y a une vraie puissance critique sociale en France qui, je dirais, a été peut-être, et est encore, une manière de confier à la photographie quelque chose que ni le théâtre, ni le cinéma ne fait vraiment. Je trouve que les photographes en France sont beaucoup plus engagés, ce vieux mot, beaucoup plus engagés qu'on ne le croit. Et ils ont un rapport aux problèmes sociaux, alors qui peuvent prendre des formes différentes. Alors moi je voudrais rendre hommage à une photographe que je trouve absolument formidable, c'est Marie-Paul Nègre. Marie-Paul Nègre est une femme qui travaille sur la pauvreté en France depuis presque 40 ans. Elle a un regard très distancié, mais en même temps elle est très présente quand elle rencontre les gens, elle les rencontre dans la durée. C'est quelqu'un qui peut faire des travaux documentaires de 10 ans en 10 ans avec les mêmes familles, dans les mêmes villes, dans les mêmes familles, dans les mêmes villes. Et en fait, elle a fait ce livre manifeste, la date s'appelle Pauvre France, qui était un livre très très dur, mais qui mettait le doigt où ça faisait mal. C'est-à-dire que quand même, c'est une époque où on parlait des banlieues, après on a des cités, maintenant on appelle ça les quartiers, je ne sais pas comment on les appellera. Et donc c'est assez étonnant de se dire, enfin pas étonnant, je veux dire par là qu'il ne faut pas croire que la photographie française, elle est un peu perchée comme ça sur une façon un petit peu sympathique et conviviale. Non, c'est une photographie dure, c'est une photographie militante. Et on parlait des collectifs tout à l'heure, les photographes français sont engagés. Et je pense que c'est une des clés pour comprendre la difficulté qu'il y a à parler de la photographie française. Réinventer Calais, c'est l'exemple même des photographes qui sont réunis. Réinventer Calais, c'est une grande commande, il y a eu plein de travaux, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une formule qui est un peu toute faite, mais qui est efficace, c'est-à-dire le problème de la photographie française, c'est la France. C'est un pays, nous sommes un pays qui a énormément de mal avec son image. Le problème, c'est que les photographes se sont chargés de la faire, l'image. Et qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de voir des mecs qui ont des sales gueules, on n'a pas envie de voir des zones dégueulasses, on n'a pas envie de voir une certaine France qui est malheureusement de plus en plus importante. Et je trouve que éthiquement, il y a une position en France qui est extrêmement puissante, extrêmement forte, mais par contre, elle n'est jamais médiatisée. Plus difficilement.
Tu vas peut-être nous parler du thème là, que j'ai eu plus de mal à comprendre, les horizons, ce que tu appelais les horizons, forger son écriture photographique qui va de pair avec la construction d'un propos. Oui, comment tu as conçu ce chapitre, en fait, les horizons? Je me posais une question, enfin c'est pas que je me posais une question, c'est que je me rendais compte, je me suis rendu compte qu'énormément de photographes français sont de très grands voyageurs. Et beaucoup d'œuvres de photographes contemporains français depuis des décennies sont des œuvres qui sont marquées par des ailleurs. Alors, bon, bien sûr, c'est intéressant, mais en creusant un petit peu les préoccupations des uns et des autres, je me suis rendu compte que les photographes français, quand ils partent, c'est pas pour faire des voyages pittoresques. C'est souvent, et le cas de Laura est très intéressant, et de tant d'autres, c'est pour une cause. J'ai appelé ça les horizons et les causes. Et parce que, en fait, c'est un petit peu la suite de ce que je disais sur l'image de la France. Je voulais montrer aussi que les photographes français sont engagés dans le regard sur le monde. La question postcoloniale. En partie. C'est-à-dire aller voir ce qui se passe dans tel et tel pays avec un regard critique, avec un regard poétique, avec en tout cas une volonté de discours sûr. C'est-à-dire, alors ça peut paraître un peu universaliste, mais c'est vrai que la plupart des photographes français qui photographient loin de la France, très souvent c'est pour tenir un discours sur le monde. Moi je trouve que finalement on ne le dit pas assez, je trouve que les photographes français sont très anti-exotiques. Et je pense que ça vient d'une culture postcoloniale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut bien aller au bout du monde, on s'intéresse au monde, mais on ne veut plus avoir un regard prescripteur, on ne veut plus imposer sa culture, on veut plutôt révéler des phénomènes. On parlait de Gilles Saussier que tu as montré ici, qui a travaillé beaucoup sur le Bangladesh. Quand il travaille sur les sans-terres, il fait des visages, il fait des corps à la fois qu'il poétise, qu'il monumentalise, qui sont extrêmement beaux, mais derrière, il y a des politiques, il y a des effets de climat qui font que ces gens-là, tout simplement, n'ont rien. Donc voilà, c'est pas que je voulais, c'est que je me suis rendu compte, encore une fois, que les photographes français ne travaillent pas que sur la France, ils sont partout dans le monde, et très souvent, ils ont une vision du monde. C'est ça que je voulais dire. C'est un peu le cas aussi de Valérie Jouve, bien qu'elle fasse intervenir on va dire le discours égotiste toujours. Il y a le regard social qui prend conscience, et en même temps l'égotiste, il y a Éric Baudelaire, Philippe Chancel, et tu cites peut-être celui qui marque le plus, en tout cas les jeunes, Antoine d'Agata, avec ses deux visages. Tu dis un visage dur et analytique, c'est un peu sa photo pour Magnum, et puis nocturne et passionnel, c'est un peu toutes ces oui, Antoine d'Agata, c'est probablement un des photographes français les plus en vue, mais c'est vrai que c'est lui qui l'explique très bien. Il a une œuvre esquisse, d'ailleurs une œuvre coupée en deux, et d'ailleurs je pense que c'est peut-être pas facile à vivre d'avoir ces deux. Alors c'est quelqu'un de très brillant, donc il les a bien mis en place, mais c'est assez étonnant chez lui, c'est qu'on pourrait presque en faire une métaphore de la photographie française. C'est-à-dire que d'un côté, il libère une forme de mythologie d'intuition, de l'instant, de l'expérience du corps, très bataillenne comme ça, avec tout le côté marginal, érotique, tout ce qui a fait d'une certaine manière sa reconnaissance. Et puis à côté, il a toute une partie de l'œuvre qui est froide, engagée, cartésienne, etc. Et c'est presque deux écritures antagonistes. Et c'est ça qui fait sa force, c'est que je pense qu'il est tout le temps dans cette tension. Nous arrivons, tout ça, au fond, je vois bien les deux derniers chapitres, tu as au fond les marges. Paradoxalement, ce sont des gens qui travaillent peut-être plus sur ce qui se passe près de chez nous, et ça c'est quand même rassurant, et les horizons, ils partent travailler loin, mais avec cette même volonté de comprendre les valeurs du pays. Il y a un regard qui est, comme tu le dis, tout sauf exotique, en tout cas certain, et qui n'est pas un regard uniquement poétique, où il y a une compréhension, comme si ça nous ramenait à comprendre aussi ce qui se passe en France. Et au fond, le chapitre 8, c'est comme une synthèse, au fond, tu appelles ça l'école française, qui fait référence à Arles, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, François Ebel organise. Ouais. C'est un point d'interrogation. Voilà, organise l'école française. Et
cite trois cas. Ces promotions successives la distinguent des écoles stylistiques. Alors l'école française ne serait pas comme l'école du Sol d'Orc avec un style précis. Ces élèves se démarquent de la génération humaniste, marquée par la génération d'Attard. Et enfin, 3, l'école de photographie d'art affirme la place de la photographie dans l'art contemporain. Oui, alors ça c'était effectivement les trois arguments de présentation par François Hébel de cette édition assez mémorable au sens où elle n'avait pas du tout, elle avait plutôt suscité des critiques d'autre chose, des rencontres d'art, parce qu'en fait c'était donc cette année-là les 30 ans de l'École nationale supérieure de la photographie, une école nationale, et donc c'était l'occasion de faire une espèce de programmation des rencontres d'Arles autour de cela. Mais, erreur de communication ou membre d'un cabinet du ministère de la Culture qui avait eu une fausse bonne idée, ils ont joué sur les mots et ils ont voulu célébrer une école au deux sens du terme. C'est-à-dire une école de style, de pensée, et puis l'école institution. Et je pars de ça dans le texte parce que je trouve que ça démontre en fait l'impossibilité, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école française comme il y a une école de Düsseldorf. Pourquoi? D'abord, l'école de Düsseldorf est un pur produit du marché. Il y a 1000 autres photographes en Allemagne qui font des choses passionnantes au même moment, mais le marché de l'art contemporain a décidé de tout miser sur 4 photographes. Moi qui connais un peu le marché, je peux vous dire que c'est une fabrication totale, ça n'enlève aucun mérite aux photographes, sauf que beaucoup de choses vont disparaître. Mais en France, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas avoir d'école, on ne peut pas avoir de style. D'abord parce qu'il y a des photographes qui ont des pratiques très diverses, des sensibilités très diverses, mais surtout, on n'a pas réduit en 50 ans la photographie française à un marché. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes dans un pays où c'est l'argent public qui a décidé de prendre en charge la création photographique, à 90%. Donc ça c'est très important, parce que finalement, quand vous avez un pays qui passe des commandes, on a parlé de la data, qui aujourd'hui en passe de plus en plus, qui organise des prix, des résidences, etc., que les collectivités territoriales commandent des photographies, qu'il y a des subventions très importantes sous une forme à laquelle on ne pense pas tout le temps, qui est quand même la politique fiscale française, qui fait que la photographie contemporaine peut, au même titre que les œuvres d'art, être défiscalisée à 60% par les fondations. Vous avez finalement une armature autour de la création contemporaine photographique qui est très étatisée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous, enfin c'est l'État qui fixe les prix. Et donc quand vous fixez les prix, il n'y a pas de marché. C'est pour ça que la photographie française ne se vend pas. Elle n'est pas sur le marché. Alors, vous allez me dire, mais c'est terrible. Mais moi, je trouve ça génial. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de marché, il n'y a pas de spéculation. S'il n'y a pas de spéculation, ça veut dire qu'on ne réduit pas les critères de sélection à des standards et à des modes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, dans les collections du CNAP, par exemple, une diversité d'acquisitions dont vous n'avez pas idée. C'est le meilleur lieu pour voir la photographie française. Tout ce qui a été acheté depuis les années 70. Et ça n'a pas été acheté peut-être très cher. Les photographes ont du mal à vivre de la production et de la vente de leur œuvre, c'est vrai. Mais une des raisons économiques et historiques, c'est qu'on a fait le choix de faire vivre les photographes dans leur diversité et de ne pas réduire à une école. Et moi, je crois qu'il faut voir, alors, très service public, vous avez compris, mais non, mais je crois qu'il faut voir les choses comme ça. J'achète sur le marché, je constitue en ce moment depuis longtemps une collection d'entreprises, donc je sais ce qu'est le marché. Il y a des photographes français qui sont sur le marché et qui se vendent bien, heureusement, mais ça cache une diversité et une richesse de création en France depuis des décennies qui, heureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de commandes, qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions, s'est produite et n'est pas perdue. Voilà. Mais comme on est en France, ça ne va pas, il n'y a pas assez d'argent, voilà, ça ne va jamais. Et aller parler avec des photographes contemporains aux États-Unis, en Italie, en Espagne, ou en Grèce par exemple, vous allez comprendre à quel point nous sommes tous très gâtés. Ben, il y a cette phrase qui conclut un peu ce que tu dis. La photographie française contemporaine n'a pas de prix, c'est une chance, c'est aussi son malheur momentané. C'est de Bernard Lamarche-Vadel. Bernard Lamarche-Vadel était un collectionneur, un écrivain, un théoricien tout à fait formidable, un personnage assez fantasque, mais c'est sous sa plume que j'ai trouvé une analyse très tôt, une analyse très très juste, en disant ben, le problème en France c'est qu'on a un problème avec le fric. Le fric c'est sale, ça ne va pas, on n'a pas du tout la culture libérale anglo-saxonne. Donc finalement, il a cette même formule, il dit en France, l'art n'aime pas le bruit des tiroirs caisses. C'est pas faux, c'est pas faux. Et du coup, finalement,
je me rends compte à quel point je suis d'accord avec ce qu'il y avait. Elle n'a pas de prix au sens c'est d'une pas- belle métaphore, Oui. mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'on préfère finalement qu'un tirage vaille 100 et pas 1000, mais qu'il existe? Parce que c'est ça quand même. À un moment donné, si vous produisez si vous pouvez vendre les choses, mais à quel prix, hein? Donc, le prix de la photographie contemporaine française, on dit qu'il est bas, moi je ne pense pas. Il faudra faire une vraie étude économique en disant qu'est-ce qui est mis comme argent, quelles sont les sommes d'argent qui circulent aujourd'hui autour de la photographie contemporaine. On aurait un certain nombre de zéros, on répartirait par rapport au nombre d'œuvres qui sont rentrées dans les collections publiques et privées. Je rappelle, collections privées, avec la défiscalisation, sont à 60% des nôtres. Donc demain, s'il y a une révolution, vous récupérez 60% des collections des fondations, c'est à nous. Hein. Ben oui, c'est une réalité, hein. Je ne veux pas pousser la révolution, mais bon, quand même, c'est notre argent. C'est parce qu'il y a une politique fiscale qui permet au marché d'être soutenu que ça se passe comme ça. Hein. Quand même, quand vous achetez un Lorraino, combien ça vaut ça? Même pas. Ici, non, mais dire, voilà, quand moi j'achète pour l'office OBC une œuvre de telle ou telle, bon, ben, on la paye 1000, mais en réalité, on la paye 400. C'est quand même pas rien. Et l'économie qui est faite, c'est nos sous. Donc, je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même se rendre compte qu'on a une chance d'être accompagné par un goût, une conscience de l'art et de la culture, et notamment en photographie en France. Mais, et je terminerai là-dessus parce que vous savez qu'il faut me débrancher à un moment donné, oui. Mais la grande différence qu'il y a, et je crois que en fait le profond malheur qui touche les photographes contemporains, il est extrêmement simple. C'est que les photographes contemporains sont persuadés qu'ils valent autant que le cinéma, que le théâtre, que la chanson. Mais ils n'ont juste pas compris que le théâtre, la chanson, le cinéma sont des industries culturelles. La photographie n'est pas structurée comme une industrie culturelle. Elle n'a pas sa banque, elle n'a pas son économie, elle n'a pas cette force de frappe, elle n'a pas ses relais médiatiques, parce qu'elle n'est pas structurée comme ça. La photographie, elle est structurée d'une autre manière, c'est ma grande théorie, et j'en profite chaque fois que j'ai un peu d'audition. Non, la photographie, elle est structurée comme une cause, en fait. La photographie, depuis son origine, on la défend et on l'accuse. Et en fait, c'est jamais stabilisé. Et donc finalement, les causes, c'est comme la cause humanitaire, hein, on sait bien que c'est une catastrophe, mais on aide à ce que ce soit un peu moins catastrophique. La photographie, c'est une cause. Donc, dans l'esprit de tous, on ne va quand même pas payer trop cher une photo, hein, d'ailleurs c'est multiple, et puis ça va vite, une photo qui fait, c'est fait. Donc, il ne s'est pas structuré une économie sur la question de la photographie qui soit une économie industrielle. Ce n'est pas, encore une fois, une industrie culturelle. Mais c'est une forme d'industrie qui ne dit pas son nom, à travers notamment toutes les collections publiques et le régime fiscal. Moi, j'aurais tendance à dire que finalement, en France, il y a une politique d'exception culturelle autour de la photographie, mais qui ne dit pas son nom, on n'a pas vu, mais qui est là.